Ok, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu les actualités qui se passent, qui vont se passer à Système du coup autour de cette thématique 5G. Avec du coup, pour se remettre un peu dans le fil, là, comme ça a été dit par les différents intervenants, là, une évolution un peu de ce qu'est la 5G entre, entre les années 2015, 2020 et aujourd'hui. Donc avec autour des années 2015-2020, on a une info comme quoi la 5G, ça allait être la révolution de la télécom, avec des gros débits, du Massive IoT, plein de super fonctions qui ne sont pas arrivées tout de suite, et qui sont plutôt développées vers 2025, par là, enfin, 2020-2025, et arrivent aujourd'hui, depuis quelques mois, ces nouvelles fonctions là sur les réseaux opérateurs, donc la partie... tout ce qui va être slicing et Massive IoT là, qui est déployé depuis novembre, a priori en France. Donc tout ça, c'est sur la partie opérateur. Tout ça, ça demande quand même des développements sur 3 points spécifiques. Donc la partie technologie, donc ça on en a un tout petit peu parlé avec les différents intervenants, la partie cas d'usage dont on a aussi parlé, et on a aussi parlé là sur la dernière table ronde de tout ce qui va être plateforme pour mettre en avant et les cas d'usage et les technologies. Donc nous, on est en support sur ces différentes thématiques, là, sur les 3 plots. On est en support sur notamment des projets collaboratifs où on va venir aider notre écosystème à s'accomplir. Donc on vient vraiment prendre les besoins des acteurs de l'écosystème RF en région et en France, et on les accompagne vers un certain succès, en tout cas on le souhaite, sur les différents marchés qu'ils souhaitent adresser. Donc c'est des marchés qui sont relativement tendus vis-à-vis notamment de l'Asie, avec assez peu d'acteurs européens. Je pense que AWS est le premier européen sur le secteur de la télécom 5G. Et donc la Chine et le reste de l'Asie est très très présent. Donc l'idée, ça va être de se différencier non pas sur le matériel et le coût, mais plutôt sur la notion de souveraineté, les notions de performance pure du matériel et des structures, et de valoriser aussi la partie consommation d'énergie, donc on en a parlé, hein, qui est un vecteur clé là, dans les années qui viennent. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est FlexoGreen. Vous en avez entendu parler par 2 acteurs, là, donc... sur la partie antennaire et ampli, donc on va revenir dessus après. Hein. C'est un projet qui a été présenté, porté à BPI France, donc c'est l'appel à projet relatif à la stratégie d'accélération sur la 5G, donc qui est mandaté par la DGE, le même type d'appel dont parlait donc Romuald de tout à l'heure, hein, qui a vocation à développer fortement l'écosystème 5G en France pour assurer une certaine souveraineté. Donc dans ce projet, on va être très focus sur les réseaux privés, puisque les réseaux opérateurs sont déjà développés et a priori, c'était plutôt des gros acteurs qui sont sur le terrain. On n'est pas hyper bien placé pour concurrencer ça. On va plutôt porter du coup ces réseaux privés avec les solutions indoor-outdoor pour le privé, avec donc les différentes solutions incluses dans la 5G là, qui sont un peu les pieds forts de ce système-là, hein, donc notamment la cybersécurité, la performance, etc. Donc ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ça dans un cadre où on va adosser un management de réseau important, en tout cas avec des points clés très forts sur la gestion de ressources, pour encore aller un peu plus loin dans le côté éco-conçu de la solution complète, avec en support le déploiement d'une structure de tests qui aura vocation à accueillir tous ceux qui souhaitent développer du matériel, tous ceux qui veulent développer des capteurs, des cœurs de réseau, des unités radio, des antennes, des sous-fonctions, et qui veulent valider du coup soit leur performance, soit les cas d'usage qui sont associés. Donc l'idée, c'est que cette plateforme-là, elle sera à Système dans le centre de transfert, qui hébergera aussi le CATI, entre autres, sur Limoges, donc en région. Ce sera probablement l'une des plus complètes et des plus accessibles en termes de plateforme de test ouverte. Et on souhaite, c'est vraiment un élément qui pourra être mis en valeur par la suite pour développer les solutions de demain.
Et c'est vrai pour la 5G, ça sera vrai pour les générations de télécommunications futures. Donc ce projet FlexoGreen, il est mis en place là avec 7 partenaires, donc système emporteur, pour donc vraiment être dans notre rôle d'emmener les industriels qui veulent développer des solutions vers leur développement, vers la finalisation de leur développement. Ensuite, on a toute la partie développement matériel qui est faite par les 6 interlocuteurs que vous voyez ici, hein, dont Opatek et Xlim qui ont présenté quelques éléments tout à l'heure. Un support d'optimisation pour la partie du coup vraiment optimisation des interfaces. Vous avez entendu tout à l'heure dans le discours de Cyril que la partie interfaçage entre chaque élément d'une chaîne RF, c'est vraiment une clé de la performance pour limiter vraiment tout ce qui va être perte en série. Donc là, tout ça, c'est optimisé par les solutions d'Uncad Engineering avec du coup un niveau d'optimisation très, très profond, hein, côté composant, et un niveau beaucoup plus haut en montant à l'échelle des fonctions, de la structure complète et même de la télécommunication potentiellement distante. Et donc tout ça avec le support, en fin de compte, de Rod et Schwartz pour tout ce qui va être mesure et validation de qualité de service. Hop là, c'est le mauvais bouton. Donc tout ça, là, ça s'inscrit dans un cadre qui est très régional, qui est vraiment qui met en avant une implication de chaque acteur à l'échelle de notre région. Donc tous les centres de transfert orientés électronique et télécom là, ont une place dans ce projet-là. Donc même sans être partenaire, il y a des interactions qui se font. Tout l'écosystème institutionnel est également présent, que ce soit sur la partie ville, métropole, ou de l'autre côté sur la partie université et école de formation, puisqu'on va aussi inscrire la plateforme dans le cadre des formations. Comme ça a été dit, trouver des ingénieurs qualifiés, c'est un peu un défi. Donc l'idée, ça va être de favoriser un peu la mise en place de ces ingénieurs au plus près de nos solutions à nous, pour s'assurer que leur formation corresponde à ce qu'on attend, et pouvoir après les recueillir au plus vite. Donc, les besoins identifiés, comme je le disais, c'est l'élargissement de l'offre européenne. Aujourd'hui, très très peu de matériel européen sont proposés sur le marché. Les solutions qu'on souhaite développer seront a priori moins énergivores, donc notamment grâce aux compétences techniques des partenaires qui vont développer tout ça, hein, qui ont des briques qui ont vocation, par conception, à être très éco-conçues. De pouvoir aussi, via la maîtrise du réseau complet, gérer et développer des scénarios à faible consommation, donc en se basant d'une part sur les habitudes de consommation du bâtiment, et d'autre part sur la maîtrise des rayonnements à l'intérieur de la structure. Donc l'idée, c'est de ne pas rayonner à travers les fenêtres, par exemple, donc sur les parties indoor. Et tout ça en maintenant un niveau de sécurisation de l'infrastructure et du réseau très élevé. Donc pour faire ça, on va avoir donc nos différents intervenants là, qui vont se positionner sur chaque brique technique. Donc des briques antennaires, des briques d'amplification de puissance, toute la chaîne amont de l'unité radio, toutes les briques de cybersécurité, les briques de capteurs à inclure dans le bâtiment pour émuler cette maille IoT. Et on va tous agir également là, dans la partie gestion des scénarios. Donc pour faire un petit bilan technique de ce qui va être fait, donc il va y avoir plusieurs développements là aux côtés des unités radio, des développements indoor-outdoor avec une base qui est relativement commune, hein, celle que vous voyez en rouge, qui va gérer toute la partie protocolaire et la génération de signaux. Donc indoor, c'est sur la partie faible puissance, et sur la partie outdoor, on va y associer notamment via Opatek, donc que Stéphane a présenté tout à l'heure, une partie d'amplification de puissance qui sera du coup développée de façon itérative avec des premiers démonstrateurs pour les bandes nationales et ensuite des démonstrateurs un peu sur des bandes un peu plus larges pour adresser des secteurs plus internationaux, donc européens et asiatiques, avec du coup l'intérêt d'un développement qui sera très modulaire pour limiter du coup les itérations, hein,
et une intelligence embarquée là, qui va permettre de réduire drastiquement la consommation énergétique. Adossé à cette solution d'amplification de puissance, on va avoir du coup des solutions antennaires spécifiques pour les communications outdoor, avec la notion donc, qui a été discutée tout à l'heure de pointage intelligent sans multiplier les accès RF. Donc ce qui a été dit, c'est que plus il y a d'accès RF, plus on va avoir de consommation, de chaleur, de perte, et moins on va être efficace. L'idée là, ça va être de limiter le nombre d'accès RF, limiter le nombre d'amplis de puissance, et de gérer autrement la partie des pointages. Donc ça, c'est des solutions qui sont en étude à XLIM, au laboratoire XLIM, portées entre autres par Cyril, et qui vont permettre de gagner sérieusement en termes de ressources numériques et de ressources radiofréquences énergétiques. Et ces solutions-là vont être déclinées ensuite pour la partie indoor, avec des antennes qui vont être paramétrées à l'avance en fonction de leur implémentation dans le bâtiment. Donc un couloir, on va éclairer un faisceau relativement étroit mais droit. Et après, on pourra former sur des salles peut-être un peu plus biscornues le diagramme en fonction. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est basé, encore une fois, sur la même architecture d'antenne, qui sera plus développée par XLIM mais par System. Donc l'idée, c'est aussi de créer une transition vers un transfert, du coup, vers une antenne qui est un peu plus industrialisable, productible à un peu plus grande échelle, avec une TRL un petit peu plus élevée, mais qui sera un peu moins agile en termes de dépointage, donc il n'y aura pas de dynamisme, uniquement un réglage usine et un ajustement sur site. Et donc tout ça sera bien évidemment adossé à une simulation de couverture pour assurer un service performant et homogène sur l'ensemble du bâtiment. Donc, au-delà de la partie technologique ampli et antenne, donc il y a toute la partie simulation associant les deux, donc pour assurer la bonne cohérence et la bonne cohésion des signaux entre les différentes briques. Donc comme je le disais, c'est la partie qui sera assurée par AMCAD Engineering, qui est capable de modéliser les circuits RF, donc à l'échelle du composant d'abord, ensuite de la fonction qui est à l'échelle au-dessus, donc chaque petit carré coloré là, va être simulé dans le système. Ensuite, chaque regroupement de ces petits carrés colorés va être simulé également, et l'ensemble va être simulé. On remonte ensuite à l'échelle où on y associe l'antenne, puis on y associe l'environnement 3D, donc le bâtiment en lui-même, et on y associe les récepteurs. Donc on va pouvoir avoir un vrai jumeau numérique qui va être créé pour pouvoir ensuite gérer très complètement la partie gestion des erreurs, des obsolescences, des problèmes qu'on pourrait rencontrer en manip au cours du temps. Donc, quel que soit le problème qu'on pourra rencontrer, quelle que soit l'interruption de service, grâce à ce jumeau numérique, on pourra le vérifier, le débugger en simulation avant d'aller gratter physiquement sur les systèmes. Côté management et orchestration, donc on a également un travail important à mener là, pour gérer les réseaux qu'on va implémenter en temps réel. Donc l'idée encore là, c'est de gagner en ressources, en tout cas de limiter la consommation. Donc pour ça, on va avoir une grande quantité de capteurs qui va être implémentée dans la structure de figuration. Et sur la base de ces mesures-là, des habitudes prises et des consommations typiques par secteur de temps, on va pouvoir gérer tous les éléments du bâtiment. Donc les éléments qui peuvent paraître assez naturels, ça va être tout ce qui va être température des radiateurs, ventilation, etc. Mais ça peut aller bien au-delà de ça, puisque ça peut aussi être la réduction de la puissance émise par les bornes dans des moments non nécessaires. Ça peut être la mise en veille de certains équipements, ça peut être assez large en termes d'application. Et donc l'idée, c'est vraiment grâce à l'association matériel plus gestion, de réduire d'environ 30% de la consommation de la structure complète du bâtiment. On a aussi mis en place derrière des choses un peu plus prospectives, donc avec l'implémentation d'algorithmes de compressive sensing. L'idée là, c'est que dans un réseau avec un massif IoT, on va avoir énormément de flux d'informations qui ne seront pas forcément nécessaires à chaque instant.
Donc le principe de ce compressive sensing, ça va être de lire, de maîtriser au cours du temps quelle information est utile et laquelle ne l'est pas. Et la sortie de ce compressive sensing, c'est un espèce de tri en amont du calcul. Donc on va pouvoir limiter le volume de données ingurgitées par le calculateur et donc réduire sa consommation sans pour autant dégrader l'image du réseau, la photo des données captées. Donc là, il y a deux gros intérêts, réduction de la consommation au niveau du calculateur de l'unité radio et réduction de la consommation au niveau des capteurs, puisqu'ils ne vont plus avoir besoin d'être synchronisés entre eux et avec l'unité radio. L'un des piliers du coup des solutions 5G, là, ça a été évoqué, c'est également la partie cybersécurisation du réseau. Donc avec 2 points, maîtriser qui est dans le réseau. Donc ça, c'est une des solutions de Rode Schwartz. Maîtriser le profil de personnage et à quoi il a accès. Et le deuxième point, c'est maîtriser qui peut faire une intervention dans le réseau, qui peut être spectateur de mon information, qui peut, avec sa petite antenne, venir dans mon bâtiment et sniffer mon information. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à déterminer. Et dans le cadre du projet, il va y avoir toute une partie de développement de ces solutions-là pour maîtriser l'information de quelqu'un est là ou pas, quelqu'un de non attendu. Et une fois qu'on le sait, on peut limiter les transferts d'informations et resécuriser du coup le réseau. Donc comme je le disais, tout ça, ça va être mis en place dans la structure de transfert de Limoges, qui va accueillir Système, le CATI, Alphanov et quelques autres acteurs, donc, entre autres XLIM et Alpha RLH. Et donc tout ça va être mis à disposition des acteurs de l'écosystème pour pouvoir faire des tests matériels, logiciels, à toutes les échelles. Donc à l'échelle d'un composant, pourquoi pas, d'un système, d'un outil, et aussi de tout ce qui va être des cas d'usage. Donc si quelqu'un un jour a un cas d'usage à développer, avec des idées de capteurs à mettre en place, on pourra intégrer tout ça dans cette structure-là et vérifier du coup leur utilité, l'apport de ces cas d'usage. L'autre application de cette structure-là, ça va être toute la partie intégration dans l'écosystème de formation, donc avec une boucle un peu vertueuse d'ouvrir l'accès aux étudiants pour qu'ils se forment, qu'on puisse les recruter, qu'on puisse emmener de nouveaux sujets de recherche, qu'on puisse former encore de nouveaux étudiants, etc. etc. Donc ça rejoint un peu les problématiques de recrutement là, qui étaient discutées. Donc un autre projet là, qui voit le jour, donc qui est un peu le pendant à une échelle un peu plus grande, c'est le projet 5G Smile qui est déposé en partenariat avec Limoges Métropole et Action et Limoges Ville. Donc qui est un projet qui a vocation à aider les services publics à gérer leurs besoins en termes de cas d'usage, avec a priori 3 pattes, 3 socles techniques qui vont un peu borner les développements. Donc un socle hôpitaux, avec une couverture notamment indoor pour compenser un peu la criticité des services qui sont proposés dans les hôpitaux à Limoges, et pour permettre par la suite la mise en place des nouveaux cas d'usage. Donc on parlait tout à l'heure de téléopération et des choses comme ça. Un cas d'usage centré police nationale, gendarmerie et police municipale, là avec toute une notion de maintien de l'information entre les différents services, qui aujourd'hui est un peu critique. Ils ont tous leur propre réseau de communication. Et s'il y a un incident qui se passe dans une zone tampon, on se retrouve avec 3 brigades différentes sur le même incident et potentiellement plus personne de disponible pour les autres incidents. Donc là, l'idée, ça va être de mutualiser une structure pour que ça n'arrive plus. Et le dernier pôle de cas d'usage, c'est tous les services de la ville, donc la Smart City, avec des études en cours là, sur les cas d'usage qui ont de l'intérêt au sens professionnel,
Donc comment aider les équipes de la ville à aller améliorer leur travail. Soit l'améliorer, soit faciliter, soit rendre plus sécurisant. Donc tout ça va être également mis en place sur une plateforme de test, donc qui va être sur Esther Technopole. L'un des points qui est en cohérence avec l'autre projet, c'est que l'autre plateforme, donc FlexoGreen, est incluse dans cette structure-là, donc qui est présente sur le territoire qui sera couvert ici par les essais de la ville. Et on pourra du coup avoir 2 échelles de tests, une échelle bâtiment, donc structure privée de moyenne dimension, et une échelle quartier-ville, donc à beaucoup plus grande dimension. Cette structure-là va être du coup restreinte au service public de Limoges Métropole, Limoges-Ville, avec du coup différents services qui peuvent être inclus ici. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs services publics, des cinémas, un centre aquatique. On a à proximité la partie gestion des déchets, incinération. On a aussi à proximité une partie traitement des eaux potable, qui sont des infrastructures très critiques au sens de la ville, avec un niveau de sécurisation extrêmement élevé. Et du coup, un besoin de réseaux qui soient privés, très sécurisés, et qui puissent pas être, qui doit pas supporter d'intrusion. Donc il y a un très très grand nombre de cas d'usage ici, avec donc gestion de l'eau potable, gestion de l'eau à l'échelle de chaque citoyen, à l'échelle de chaque branche, pour dégager un petit peu les informations sur les fuites potentielles, sur les débits, les consommations, les habitudes, etc. Il y a tout ce qui va servir aussi au réseau de transport, par exemple. Maîtriser où sont les bus, donc combien de temps ils peuvent arriver à un arrêt suivant. Est-ce que le conducteur peut être agressé? Des questions de sécurité, du coup, où là, la notion de latence est importante. Il y a toutes les questions aussi de gestion des éclairages publics, discriminer des voitures, discriminer des piétons, éventuellement les compter pour savoir donc sur les routes les plus exploitées ou les moins exploitées, s'il y a besoin de faire des travaux ou de dériver les routes, suivi de tout ce qui va être aussi ouvrage d'art, ouvrage de soutènement, avec des murs par endroits là, qui sont construits depuis plusieurs centaines d'années, enfin, depuis une grosse centaine d'années, et qui bougent au cours du temps. Donc aujourd'hui, c'est des mesures manuelles. Donc il y a tous les X mois un agent de la ville qui va vérifier le mouvement du mur. Potentiellement, c'est très loin, puisque la métropole est grande. Donc l'idée, ça va être de trier tous ces cas d'usage dans un premier temps et de développer toute la captation d'informations qui permet ça, qui permet de récupérer du coup l'information, de la traiter et de la remonter au bon service. Dans tous les échanges qu'on a pu avoir là, avec les services techniques de la ville, il y a énormément de choses qui peuvent être mutualisées là, entre les différents services. Et il y a beaucoup de sujets qui vont appeler à de la vidéo et à des traitements d'IA, notamment. Donc les 2 piliers là, qui va y avoir à mettre en place, ça va être le développement matériel de capteurs, les éléments de transmission de l'information sur ces réseaux 5G. Et il va y avoir aussi donc, toute la partie traitement associé, avec énormément d'IA pour vérifier par exemple les états de la chaussée. Aujourd'hui, sur la ville de Limoges, il y a un véhicule type Google qui traverse toutes les voies de la ville une fois par an pour vérifier l'état des routes et sélectionner en fonction du niveau de dégradation du coup qui mérite d'être réparé en premier. Donc il y a énormément de développement à pousser. Et donc on a 3 ans là, pour tester ces cas d'usage, pour les mettre en place, valider leur intérêt. Et si on y trouve un vrai impact pour les services de la ville, on va pouvoir aller un peu plus loin et déployer tout ça sur l'intégralité de la métropole, probablement. En tout cas, on l'espère. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, mais qui ne peuvent pas nécessairement s'appliquer sur l'intégralité d'un réseau rural. Donc nous, Limoges Métropole, il y a des communes qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville, avec très peu de besoins. Et c'est là que peut intervenir toute la partie 5G par satellite dont on parlait tout à l'heure, pour couvrir du coup des zones
des zones relativement distantes, des zones qui sont aujourd'hui non intéressantes pour les réseaux opérateurs, ou des zones qui ont subi des dégâts. Donc après des conflits, après des catastrophes naturelles, tout ce qui est télécommunication, c'est très critique pour retrouver un peu de dynamisme, avec du coup aujourd'hui plusieurs solutions qui sont mises en avant. Donc la solution basse orbite là, qui a été beaucoup discutée, hein, avec des solutions donc de communication directe satellite to device, ou des communications avec des satellites en géo, qui eux sont beaucoup plus loin, donc une latence qui sera difficilement comparable, mais qui permettra d'avoir un meilleur maintien du service, puisque les zones couvertes seront complètement stables et qu'il y aura moins de sujets de synchronisation, entre autres. Donc pour ces sujets par satellite, là, il y a plusieurs bandes qui sont visées, donc des bandes relativement basses qui vont être plutôt dédiées aux équipements IoT, des bandes un peu plus hautes pour les éléments à fort débit. On parle surtout de la bande KU et de la bande KA. Il y a des études en bande Q et V qui sont très prospectives pour le moment. Et à chaque fois, là, sur ces bandes de fréquences, on se retrouve sur des zones qui sont plutôt densément peuplées, avec du coup des questions côté ANFR sur comment interagir avec les canaux adjacents. Donc tout ça, ça demande quand même des éléments de charge utile embarqués sur satellite qui vont être plus complexes que celles qui existent. Hein. Ça a été évoqué dans les différentes tables rondes, avec quand même une structure qui reste une structure de télécom conventionnelle, mais qui vont nécessiter quand même des éléments, des ressources beaucoup plus performantes que celles des satellites d'aujourd'hui, avec des besoins en calcul qui seront bien au-delà de ce qu'on sait faire, avec des besoins en termes de performance antennaire très différentes, donc ça a été soulevé, avec beaucoup de chaînes RF qui vont travailler en parallèle, et avec une notion d'agilité de service qui aujourd'hui n'est pas nécessairement adressée par les acteurs du spatial. Hop. Donc c'est pour ça également qu'on est partie prenante dans un autre projet là, qui s'appelle Captivant, avec des industriels français de l'intégration de composants, donc des fondeurs, qui aura vocation du coup à développer une puce type ADRV 9000 quelque chose, donc la puce qui permet de lire et de générer des signaux radiofréquences pour les systèmes de télécommunication. Donc l'idée là, c'est vraiment de venir franchir le pas et de fournir des composants qui ne sont pas américains, parce qu'aujourd'hui c'est soit américain, soit asiatique. Donc de fournir des composants qui ne sont pas américains pour les solutions de télécommunication. Et il restera quand même le sujet des antennes, hein, avec les contraintes, que ce soit sur le satellite ou au sol, parce qu'on a beaucoup parlé de connexion satellite vers device, mais l'idée des télécommunications, c'est aussi de faire l'inverse, hein, device vers satellite. Et ça demanderait pour le moment des antennes de plutôt grande taille, donc typiquement la taille de la tablette, ce que j'imagine mal dans ma poche aujourd'hui. Mais je suis sûr que les laboratoires de recherche vont nous trouver des super solutions. Donc voilà pour la perspective et les éléments de développement à système.